Bonjour, c'est Marc. Bienvenue sur ma chaîne MLV, Muscles et longévité l'autre voie, ou comment être en santé optimale à tout âge dans un corps athlétique. Aujourd'hui, on va parler gras, pas celui qu'on mange, mais celui qu'on a dans le corps. En France, environ 33% des adultes sont en surpoids et 17% sont obèses, ce qui signifie qu'au total, une personne sur deux a un excès de poids. En 1958, c'était 2 fois moins, et les projections pour 2050 estiment que près de 70% de la population pourrait être concernée. Le surpoids est donc devenu un véritable enjeu de santé publique car associé à de nombreuses maladies chroniques. Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, certains cancers et même de démence métabolique comme Alzheimer. Mais au-delà de la santé, c'est aussi une question d'image. Des études montrent même que 3 personnes sur 4 aimeraient changer quelque chose dans leur corps, visage exclu. Et dans la grande majorité des cas, ce qu'elles voudraient modifier, ce sont des zones liées au stockage du gras, ventre, fesses, cuisses, bras. Cette insatisfaction n'est pas anodine. Elle influence la confiance en soi et même l'état émotionnel. Le gras est donc à la fois un problème collectif de santé publique et un défi personnel, esthétique et psychologique. Mais avant de chercher à s'en débarrasser, il faut d'abord le comprendre comment il se forme, comment il évolue, et pourquoi il devient parfois si difficile à perdre. Car lutter contre le surpoids, voire l'obésité, ne peut se résumer à manger moins et bouger plus. Cette stratégie, basée sur la simple balance énergétique et le déficit calorique, donne souvent des résultats, mais jamais durables. Le problème est bien plus complexe. Il est hormonal, métabolique, psychologique et environnemental. Cette vidéo va te montrer la complexité du tissu adipeux et la complexité de sa prise en charge, notamment à travers un cas pratique, celui de Marianne James. Premier point, le gras, c'est la vie. Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'un manque de tissu adipeux peut être néfaste. Dans certaines maladies rares, comme la lipodystrophie, les personnes n'ont presque pas de graisse sous la peau. Tu pourrais penser qu'elles sont chanceuses, détrompe-toi. Car comme le corps ne sait plus où stocker l'énergie, les graisses s'accumulent là où elles ne devraient jamais aller, dans le foie, le cœur. Et même dans des situations plus connues, comme le diabète de type 1, on observe le même déséquilibre. Les personnes atteintes présentent une fonte du tissu adipeux et une perte de masse musculaire, même si elles mangent normalement. Et d'ailleurs, même sans maladie, les adeptes des régimes extrêmes l'ont souvent expérimenté. Un manque de graisse corporelle entraîne des effets très visibles. Chez la femme, la perte de tissu adipeux peut provoquer la disparition des règles. Chez l'homme, elle s'accompagne d'une chute de la libido. Trop peu de tissu adipeux conduit finalement au même résultat qu'un excès, une mauvaise santé métabolique. Le message est clair, ce n'est pas la graisse en elle-même le problème, car elle est utile et même nécessaire. Le tissu adipeux est le fruit de millions d'années d'évolution. Il a été sélectionné parce qu'il garantissait notre survie dans un monde où la nourriture était rare et imprévisible. À cette époque, savoir stocker l'énergie pendant les périodes d'abondance pour tenir pendant les périodes de disette, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Aujourd'hui encore, il joue ce rôle de réserve énergétique. Quand les stocks rapides de glycogène, ceux du foie et des muscles, sont épuisés, c'est lui qui prend le relais et libère alors des acides gras qui alimentent nos organes vitaux. Les temps ont changé, les conditions de vie aussi, mais nos gènes sont restés quasiment identiques. La survie de l'espèce passe par la protection de la femme qui porte l'enfant, et donc génétiquement, la femme est conçue pour être plus grasse que l'homme. Le tissu adipeux nous protège aussi du froid, grâce à sa fonction isolante, en formant une barrière thermique qui maintient la température interne. Mais le tissu adipeux, c'est aussi une usine hormonale. Il produit et stocke des hormones qui régulent l'appétit, le métabolisme, la reproduction ou même l'immunité, la leptine, l'adiponectine, les oestrogènes, pour ne citer qu'elles. Enfin, il agit comme un bouclier chimique, en capturant certaines substances toxiques que nous inhalons via la respiration ou que nous ingérons via l'alimentation, pesticides, métaux lourds, polluants, pour éviter qu'elles n'endommagent nos organes. En résumé, ce gras qu'on critique tant est un héritage de notre évolution. Un système sophistiqué
conçus pour nous nourrir, nous protéger et nous maintenir en vie. Le problème n'est pas le gras en soi, mais le décalage entre ce corps façonné pour la survie et un monde moderne d'abondance permanente. Deuxième point. Tentons de comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau de l'adipocyte, élément de base du tissu graisseux. L'adipocyte, c'est une cellule comme les autres. Elle possède un noyau, un ADN et des mitochondries, mais avec une particularité unique. Elle est spécialisée dans le stockage d'énergie sous forme de graisse. C'est même la seule cellule du corps capable de gonfler et de dégonfler jusqu'à 15 fois son volume selon les besoins énergétiques. L'adipocyte grossit et dégrossit donc au gré des apports alimentaires. Quand on mange, notamment des glucides, le corps les convertit d'abord en glucose, utilisé comme énergie immédiate. Si l'énergie apportée dépasse les besoins, le surplus est d'abord stocké sous forme de glycogène dans le foie pour maintenir la glycémie stable entre les repas et dans les muscles qui s'en servent comme carburant local pendant l'effort. Une fois ces réserves pleines, le surplus de glucose ne peut plus être stocké sous cette forme. Le corps enclenche alors un autre mécanisme. Il convertit l'excès de glucose en graisse sous forme de triglycérides stockés dans le foie et surtout dans les adipocytes. Les lipides alimentaires, eux, rejoignent les adipocytes quasiment sans transformation. Quant aux excès de protéines, ils peuvent être également transformés en triglycérides si l'apport calorique global dépasse les besoins. Dans tous les cas, que l'excès vienne du sucre, du gras ou très exceptionnellement des protéines, ce sont les adipocytes qui se remplissent, agissant comme de petits ballons qui gonflent jusqu'à leur limite. Même lorsque nous sommes au repos ou en dehors des périodes de repas, l'adipocyte est en activité permanente pour couvrir nos besoins métaboliques en alternant deux phases. La lipogenèse, stockage de sucre et de gras sous forme de triglycérides quand il y a un excédent énergétique, et la lipolyse, libération et fractionnement des triglycérides pour alimenter le corps quand l'énergie vient à manquer. Cette alternance est essentielle pour maintenir un métabolisme équilibré et répondre aux besoins du corps. Chaque adipocyte possède des récepteurs hormonaux qui régulent sa capacité à stocker ou à libérer des graisses. Certains récepteurs, comme les bêta-récepteurs adrénergiques, favorisent la lipolyse, c'est-à-dire la libération des graisses pour produire de l'énergie. Ils sont surtout présents dans les zones grasses du haut du corps, ventre, bras, dos. D'autres récepteurs, les alpha-2 récepteurs, la freinent et sont particulièrement présents dans les zones dites rebelles, comme les hanches, les cuisses et le bas du ventre. C'est pourquoi les graisses rebelles sont souvent localisées au niveau des cuisses et des fesses chez les femmes et du bas-ventre chez les hommes. À l'intérieur de la cellule, l'enzyme clé est la lipase hormonosensible, LHS, qui dégrade les triglycérides contenus dans la cellule adipeuse en acides gras et glycérol, qui vont être utilisés comme carburant par le corps. La LHS agit comme un interrupteur métabolique. Elle s'active quand l'organisme a besoin d'énergie, activité, stress aigu, jeûne, froid, et elle s'éteint quand l'énergie abonde, après un repas riche, stress chronique, insuline élevée. Troisième point. Le tissu adipeux n'est pas un simple amas d'adipocytes, mais un véritable organe. On a souvent tendance à réduire le tissu adipeux à une simple réserve de gras qui alourdit la silhouette. En réalité, c'est bien plus que cela. Ce tissu est vivant et organisé, composé non seulement d'adipocytes, mais aussi de nombreux autres acteurs essentiels à son fonctionnement. Des cellules immunitaires qui participent à la régulation de l'inflammation, des cellules souches capables de donner naissance à de nouveaux adipocytes selon les besoins du corps, un réseau dense de vaisseaux sanguins et lymphatiques, indispensable pour apporter l'oxygène, les nutriments et permettre la circulation des hormones, et enfin un tissu conjonctif, véritable charpente qui structure et soutient l'ensemble. Grâce à cette organisation, le tissu adipeux agit comme un organe à part entière, en perpétuelle activité, bien loin de l'image d'un simple amas de gras passif. Ainsi, le tissu adipeux est un véritable organe endocrinien, c'est-à-dire capable de dialoguer avec quasiment tous les organes du corps par l'intermédiaire des hormones. Il communique avec le cerveau via la leptine, qui indique l'état des réserves d'énergie, et avec l'intestin via la gréline, qui stimule la faim.
Le pancréas et les muscles répondent à l'insuline, régulée par le stockage des graisses, tandis que l'adiponectine, produite par le tissu adipeux, améliore la sensibilité à l'insuline et favorise la combustion des lipides. Le tissu adipeux influence le système reproducteur grâce aux oestrogènes et module le système immunitaire par les cytokines. Ainsi, tout excès ou déficit de graisse perturbe cet équilibre hormonal interconnecté, bien au-delà de la simple gestion des calories. Également, le tissu adipeux a une mémoire métabolique qui se souvient de ton histoire nutritionnelle. Des régimes restrictifs répétés, une alimentation déséquilibrée laissent une empreinte durable sur ces cellules via les mécanismes épigénétiques. L'épigénétique, c'est l'ensemble des modifications qui influencent l'expression des gènes. La génétique détermine notre potentiel, certes, mais tant que certains gènes restent dormants, ils n'ont aucun effet. Ce qui les réveille ou les endort, c'est notre mode de vie. Une alimentation chronique trop riche, le stress ou le manque d'exercice peuvent, sur plusieurs semaines ou mois, activer ou désactiver certains gènes dans les adipocytes, favorisant le stockage de graisse ou rendant la lipolyse moins efficace. À l'inverse, des habitudes alimentaires saines et de l'activité physique régulière, maintenues sur le long terme, peuvent réactiver ces gènes, améliorer la sensibilité des cellules et favoriser une meilleure régulation de la masse grasse. L'épigénétique explique en partie pourquoi certains individus prennent plus facilement du poids ou ont du mal à le perdre, et pourquoi ces effets peuvent persister même après des changements de mode de vie, parfois pendant plusieurs mois, voire des années. Garde également à l'esprit que, en plus de la mémoire à long terme inscrite dans tes cellules, le corps se souvient des périodes de privation. Après un régime restrictif ou une perte rapide de poids, les adipocytes et les signaux hormonaux s'adaptent pour protéger les réserves énergétiques. En d'autres termes, le corps anticipe toute future pénurie et met en place des mécanismes qui favorisent la reprise de poids, parfois au-delà du niveau initial, rendant la stabilisation particulièrement difficile. Diminution de la leptine, hormone de la satiété, plus de faim, baisse de la dépense énergétique au repos, métabolisme ralenti, augmentation de la gréline, appétit amplifié, et parfois hypersensibilité du tissu adipeux à l'insuline, stockage facilité. Le tissu adipeux est hautement plastique dans le sens où il peut se modifier en taille et en nature. Le développement de la masse grasse et donc de l'adipocyte se fait en 3 étapes. D'abord, l'hypertrophie. Les adipocytes existants grossissent jusqu'à 15 fois leur volume en accumulant du gras. Quand ils sont pleins, le corps crée de nouvelles cellules graisseuses, c'est l'hyperplasie. C'est à ce stade que maigrir devient plus difficile, car ces nouvelles cellules ne disparaissent jamais. Elles peuvent seulement se vider. Enfin, la fibrose. En d'autres termes, les adipocytes se retrouvent emprisonnés dans un réseau fibreux qui rend la perte de graisse beaucoup plus difficile. Le tissu graisseux constitue ainsi un stock d'énergie quasi illimité. Dans les cas d'obésité extrême, ce stock devient si important qu'il handicape la personne elle-même. C'est ce qui est arrivé à John Brower Minnock, un Américain considéré comme l'homme le plus lourd jamais enregistré, avec près de 635 kilos. Son excès de masse grasse était tel qu'il ne pouvait plus se lever ni se déplacer seul. Théoriquement, avec une telle quantité d'énergie stockée, il aurait pu survivre plusieurs mois sans se nourrir, uniquement grâce à son tissu adipeux. À titre de comparaison, une personne de corpulence normale avec 10 à 15 kg de graisse dispose d'environ 70 000 calories de réserve, soit assez pour tenir près de 40 jours sans manger. Le corps contient différents types de graisses, chacun avec un rôle bien précis. Le tissu adipeux blanc est le plus courant. C'est notre réserve d'énergie, le réservoir où le corps stocke les calories excédentaires, celui qui pose problème en cas d'excès. A l'inverse, le tissu adipeux brun est un petit brûleur de calories. Riche en mitochondries, il transforme les graisses en chaleur, ce qui est essentiel pour réguler la température. Il est surtout présent chez les bébés, car indispensable pour maintenir sa température corporelle.
Chez l'adulte, il subsiste surtout dans le dos et autour des grands vaisseaux comme l'aorte. Pendant des décennies, les scientifiques pensaient qu'il n'existait que deux types de tissus, graisseux le blanc, stockage d'énergie, et le brun, production de chaleur. Ce n'est que dans les années 2000-2010, grâce à l'imagerie médicale, qu'on a découvert que certains adipocytes blancs pouvaient se convertir en cellules thermogéniques similaires aux adipocytes bruns. Ces cellules intermédiaires ont été baptisées adipocytes beiges. Mais il existe des moyens de réveiller ces cellules. Le froid, l'exercice peuvent transformer le blanc en beige ou brun. Cela montre que notre tissu adipeux n'est pas figé, mais adaptatif, capable de changer de nature selon nos habitudes de vie. Enfin, le tissu adipeux est sous la protection du cerveau. Chaque individu a un pourcentage de masse grasse de référence, déterminé par sa génétique, son sexe, son origine ethnique, son âge et son histoire métabolique. Ce point d'équilibre représente en quelque sorte le niveau de réserve que le cerveau considère comme sécuritaire. En dessous de ce seuil, le corps entre en mode survie. La faim augmente jusqu'à devenir intolérable, la dépense énergétique au repos diminue drastiquement. Le corps, contrôlé par le cerveau, fait tout pour s'économiser et reconstituer ses réserves. C'est ce qui explique pourquoi, après un régime trop strict ou une perte de poids rapide, beaucoup reprennent tout, parfois même plus qu'avant. Le cerveau n'aime pas le vide énergétique engendré par des réserves en adipocytes trop basses. Il cherche en permanence à ramener le corps vers son point d'équilibre, qui est son pourcentage de masse grasse. Il est donc impossible, à long terme, de maintenir un taux de masse grasse en dessous de son point d'équilibre, car le cerveau veille à ce qu'un stock minimal soit toujours présent. Quatrième point, les conséquences d'un excès de masse grasse ou quand le tissu graisseux devient dysfonctionnel. Notre tissu graisseux est le garant de notre équilibre interne, mais quand il devient trop volumineux, trop rigide ou mal vascularisé, il se transforme en acteur central de nombreuses pathologies modernes. Mais, me diras-tu, je connais des personnes fortes qui sont en parfaite santé. Et tu as parfaitement raison. Il existe des personnes en surpoids qui, pendant un temps, ont un bon bilan sanguin, pas d'hypertension, pas de diabète, et se sentent bien dans leur corps. Mais cette situation est provisoire. Le mouvement body positive a eu le mérite de valoriser l'estime de soi, et c'est éminemment respectable. Mais biologiquement, une chose est certaine. À plus ou moins long terme, personne n'échappe aux effets d'un excès de tissu adipeux devenu dysfonctionnel. Car au-delà d'un certain seuil, le tissu graisseux n'est plus un allié. Il devient un organe perturbé qui va perturber le reste du corps. La liste des conséquences négatives sur l'organisme est impressionnante. Plus le tissu adipeux est important et présent depuis longtemps, plus ses effets sur l'organisme sont lourds et profonds. Passons rapidement sur certains aspects. Problèmes articulaires, cardiovasculaires, psychologiques, altération du sommeil, dérèglement du système immunitaire, du métabolisme énergétique, perturbation du microbiote intestinal, inflammation. Et arrêtons-nous sur un point essentiel, nos hormones. Un tissu graisseux qui devient dysfonctionnel, c'est en grande partie un problème hormonal et il faut marteler et insister sur cette réalité trop souvent ignorée. Prenons la leptine par exemple. Elle est produite par nos cellules graisseuses et envoie au cerveau le message « Stop, j'ai assez mangé ». Sauf qu'en cas d'excès de masse grasse, ce message ne passe plus. C'est ce qu'on appelle la résistance à la leptine. Résultat, le cerveau croit qu'il manque d'énergie et pousse à manger encore. De l'autre côté, on a la gréline, l'hormone de la faim. La gréline est libérée quand l'estomac est vide. Elle circule dans le sang et atteint le cerveau où elle agit sur l'hypothalamus, le centre de la faim. Elle y déclenche une sensation de faim, augmente la motivation à manger et prépare le corps. Chez les personnes en surpoids ou obèses, on observe souvent que la gréline ne baisse plus suffisamment après les repas, ce qui fait que la sensation de faim persiste, même quand les réserves d'énergie sont déjà pleines. C'est comme si le cerveau ne recevait plus le signal « j'ai assez mangé ». Résultat, on continue à manger
sans besoin réel. Et au milieu de tout cela, il y a un acteur majeur, le cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est indispensable. Il aide à mobiliser l'énergie. Mais quand le stress devient chronique, le cortisol reste élevé en permanence. Et là, tout se dérègle. Il stimule la faim, surtout pour les aliments sucrés et gras. Il favorise le stockage abdominal, car cette zone est particulièrement sensible à son action. Il bloque la lipolyse, la libération des graisses, et entretient l'insulinorésistance. Il épuise le système nerveux, favorisant la fatigue chronique et les troubles du sommeil. Ce cercle vicieux est redoutable. Plus le stress augmente, plus le cortisol s'élève, plus on mange, et plus le tissu adipeux se développe, à son tour générateur de nouvelles hormones de stress et d'inflammation. Et ce déséquilibre hormonal ne s'arrête pas là. C'est aussi le cas des œstrogènes, des hormones sexuelles indispensables aussi bien chez la femme que chez l'homme. Le tissu adipeux ne se contente pas de répondre aux hormones, il en produit lui-même. En effet, il contient une enzyme appelée aromatase, capable de transformer la testostérone, hormone androgène, en œstrogène. Chez la femme, cette production complémentaire d'œstrogène par le tissu adipeux est essentielle. Chez l'homme, en revanche, un excès de masse grasse inverse la tendance. L'aromatase présente dans les adipocytes convertit une part croissante de testostérone en œstrogène, ce qui modifie profondément le profil hormonal. La testostérone baisse, réduisant la masse musculaire et la vitalité. Les œstrogènes augmentent, favorisant la rétention d'eau, le stockage du gras et même parfois des signes de féminisation, comme la gynécomastie. C'est un cercle vicieux. Plus il y a de tissu adipeux, plus il y a d'aromatase, et donc plus la conversion en hormones femelles s'amplifie, et plus la prise de gras s'accentue. Mais l'hormone clé de tout ce système, celle qui gouverne littéralement le stockage, c'est l'insuline. Sécrétée par le pancréas après les repas, elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules pour être utilisé comme carburant ou stocké sous forme de glycogène et de triglycérides. En situation normale, ce mécanisme est vital. Il empêche le sucre de s'accumuler dans le sang et alimente le corps en énergie. Mais lorsque l'alimentation est trop riche, trop fréquente, ou dominée par des sucres rapides, les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. À ce stade, le pancréas produit de plus en plus d'insuline pour tenter de forcer l'entrée du glucose dans les cellules. Résultat, un taux d'insuline chroniquement élevé qui favorise le stockage du gras et bloque la lipolyse, c'est-à-dire la libération des graisses. Lorsqu'un déséquilibre hormonal s'installe, il ne reste jamais isolé, au contraire, il s'auto-entretient et s'amplifie. Un excès de masse grasse augmente la production de cytokines inflammatoires, qui stimulent la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Or, un taux élevé de cortisol favorise le stockage du gras abdominal et perturbe le sommeil, ce qui dérègle encore davantage la leptine, la satiété, et la gréline, la faim. Résultat, on mange plus souvent des aliments riches en sucre, ce qui stimule la sécrétion d'insuline. Avec le temps, les cellules deviennent résistantes à l'insuline, bloquant la lipolyse et entretenant le stockage. Ce trop-plein modifie aussi la production d'œstrogènes, altérant l'humeur, la vitalité et la motivation à bouger. Moins d'activité, plus de stress, moins de sommeil, tout concourt à amplifier le déséquilibre initial. Et ce n'est pas tout. D'autres hormones participent aussi à ce déséquilibre métabolique. Les hormones thyroïdiennes régulent la vitesse du métabolisme. Leur baisse ralentit la dépense énergétique. L'adrénaline influence la mobilisation des graisses et la vigilance, mais en cas de masse grasse excessive, l'adrénaline devient sourde. Et surtout, l'adiponectine, sécrétée par le tissu adipeux, améliore normalement la sensibilité à l'insuline et favorise la combustion de graisse, mais elle chute justement quand la graisse devient excessive. Ainsi, toutes ces hormones interagissent en boucle. Un déséquilibre hormonal en entraîne un autre, formant un véritable cercle vicieux métabolique. Un engrenage où le corps, stressé et épuisé, finit par se protéger en stockant encore et encore. Cinquième point.
Docteur, combien dois-je peser ou comment déterminer que le tissu adipeux est dysfonctionnel? Tous les chiffres officiels sur le surpoids et l'obésité reposent sur l'IMC, indice de masse corporelle. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'utilise pour définir les seuils de surpoids et d'obésité chez l'adulte. Mais savais-tu que cet outil a été inventé il y a presque 2 siècles? Au XIXe siècle, c'est un scientifique belge, Adolphe Quetelet, qui conçoit cette formule. Et son but n'était pas médical à l'origine, uniquement sociologique. Ce n'est qu'à partir des années 1950 que les compagnies d'assurance américaines s'en emparent. Elles cherchaient un moyen simple d'évaluer le risque de décès de leurs assurés, et donc de fixer le prix des primes. L'IMC devient alors un outil statistique de masse, pas un indicateur de santé individuelle. Techniquement, c'est juste le poids divisé par le carré de la taille en kilogrammes par mètre carré. Mais ce calcul simpliste entraîne vite des aberrations. Pour l'OMS, une personne est en poids normal si son IMC est entre 18,5 et 24,9, en surpoids à partir de 25 et en obésité au-delà de 30. Prenons un exemple, une personne d'1,80 m. Selon l'OMS, elle est dans la norme entre 60 et 81 kg et déjà en surpoids à 82 kg. Tu vois le problème. Une simple variation de 1 kg fait basculer d'une catégorie à l'autre, et chaque catégorie possède une fourchette très étendue. Surtout, l'IMC ne distingue rien, pas de différence entre hommes et femmes, alors que la femme a naturellement plus de masse grasse, une nécessité biologique liée à la grossesse et à la survie de l'espèce. Pas de prise en compte des différences ethniques. Certaines populations ont une répartition de masse grasse différente à IMC égal. Et surtout, aucune distinction entre masse grasse et masse maigre, os, muscles, os. Résultat, des athlètes très musclés comme Arnold Schwarzenegger à son apogée, environ 1,88 m pour 107 kg, affichait un IMC de plus de 30, donc en obésité, selon les critères officiels, alors qu'il représentait justement le summum de la forme physique et de la musculature. Oublie les populaires balances à impédensométrie, qui ne mesurent jamais directement la masse grasse. Elles ne font qu'estimer sa proportion à partir d'un courant électrique de très faible intensité. Aujourd'hui, on dispose d'outils bien plus précis, notamment la DEXA, un scanner de densitométrie, utilisé à l'origine pour mesurer la densité osseuse, mais qui permet aussi d'analyser avec une grande précision la répartition des graisses, sous-cutanées, viscérales, musculaires, avec toujours la même limite. À partir de quel pourcentage une personne est déclarée en surpoids ou en obésité. Au-delà des chiffres et des catégories, nous allons voir que la vraie question n'est pas combien je pèse, mais où est répartie ma graisse. Quand le tissu adipeux s'accumule au niveau du ventre, il ne se contente plus de stocker. Il devient inflammatoire et actif négativement. Cette graisse tapie entre les organes, foie, pancréas, intestin, libère en continu des cytokines pro-inflammatoires et des acides gras libres dans la circulation. Résultat, le foie s'engraisse, le pancréas s'épuise et les cellules deviennent résistantes à l'insuline. Le corps entre alors dans un cercle vicieux. Plus d'inflammation, plus de stockage, moins de dépenses énergétiques. C'est la signature du tissu adipeux dysfonctionnel. A l'inverse, la graisse sous-cutanée, celle des hanches, des cuisses, des fesses, joue encore un rôle protecteur. Elle sert de réservoir tampon, bien moins inflammatoire, plus stable sur le plan métabolique. C'est ce qu'on appelle une répartition gynoïde, typiquement féminine, en poire, par opposition à la répartition androïde, en pomme, typiquement masculine, concentrée autour du ventre, plus risquée pour la santé. Et c'est là que les chiffres de l'OMS montrent encore leurs limites. L'organisation fixe un seuil de tour de taille supérieur à 88 cm chez la femme et 102 cm chez l'homme pour parler de risque métabolique accru. Mais ces valeurs sont trop simplistes. Elles ne tiennent pas compte de la taille ni de la morphologie de chacun. Un homme petit avec 100 cm de tour de taille n'a pas le même risque qu'un grand d'1,90 m avec la même mesure. Un meilleur indicateur en termes de mesure, c'est le rapport taille
par la hauteur. Il suffit de diviser ton tour de taille par ta hauteur. Si le résultat est inférieur à 0,5, ton risque métabolique est faible. Au-delà, il augmente significativement. Soit pour 1,80 m, ton tour de taille ne devrait pas excéder 90 cm. Mieux que la calculette, voire que certains marqueurs sanguins qui peuvent objectiver un tissu graisseux malade, rien ne remplace finalement pour moi le visuel et le toucher. Un ventre plat, souple, indique généralement une graisse sous-cutanée saine chez un sujet sain. Un ventre tendu, dur au toucher, signale souvent de la graisse viscérale, et un tissu adipeux dysfonctionnel, c'est chez un sujet en mauvaise santé. Un ventre plat n'est donc pas seulement esthétique, il est le reflet de ta bonne santé métabolique. Il doit représenter un objectif incontournable pour celui qui vise une santé optimale. Je vois beaucoup trop de pratiquants, sous couvert d'un soi-disant indispensable apport énergétique suffisant, présenter un abdomen beaucoup trop proéminent, une stratégie perdante, ni esthétique, ni saine. En plus de m'intéresser à la longévité, je me passionne depuis longtemps pour la question du surpoids. J'ai lu énormément sur le sujet, et cette vidéo est en quelque sorte un condensé des meilleures lectures et recherches que j'ai pu faire. En parcourant le net, je suis tombé sur une vidéo de Marianne James, 1,80 m pour environ 150 kg, disant simplement « je n'y arrive plus » en parlant de son poids. Parallèlement, l'algorithme m'a inondé de programmes miracles et de méthodes prétendant garantir une perte de poids rapide et durable. Le cas de Marianne James m'a inspiré 2 réflexions. D'abord, il faut le dire clairement, toutes les méthodes basées sur la simple restriction calorique ne fonctionnent pas à long terme. Cela, nous le savons depuis des décennies. Oui, elles peuvent donner des résultats spectaculaires au début. Oui, mais jamais durables. La fameuse stratégie du manger moins, bouger plus est réductrice, inefficace et dépassée. Et ce qui me met en colère, c'est qu'elle continue pourtant d'être présentée comme la solution de référence, alors qu'elle ne s'attaque pas aux véritables causes du surpoids, hormonal, métabolique, inflammatoire et comportemental. Souviens-toi de cette célèbre émission américaine, The Biggest Loser. Des candidats en situation d'obésité sévère, soumis à un régime draconien et à des entraînements d'une intensité militaire, avec un objectif, perdre le plus de poids possible, le plus vite possible. Et ça a marché, du moins en apparence. Les résultats étaient spectaculaires. Plusieurs dizaines de kilos envolés, des transformations impressionnantes. Mais quelques années plus tard, des chercheurs se sont intéressés à leur devenir. L'étude, publiée en 2016 dans la revue Obesity par Kevin Hall et son équipe, a suivi les 14 participants de la saison 8 pendant 6 ans. Le verdict, 13 d'entre eux avaient repris quasiment tout leur poids, certains même davantage qu'avant l'émission. Un seul avait réussi à maintenir une perte significative tout en restant en surpoids. Mais le plus inquiétant, c'est ce que les chercheurs ont découvert à l'intérieur de leur métabolisme. Malgré la reprise de poids, leur métabolisme de repos restait anormalement ralenti, en moyenne 500 calories de moins brûlées chaque jour. Autrement dit, même après avoir retrouvé leur poids initial, leur organisme continuait à fonctionner en mode économie d'énergie, comme s'il cherchait à se protéger d'une nouvelle famine. Cette étude a été un électrochoc scientifique. Elle a démontré que la stratégie manger moins, bouger plus, appliquée de manière brutale, n'est pas seulement inefficace. Elle abîme durablement le métabolisme. Le corps se souvient de la restriction, il s'adapte, il ralentit. Et dès que les apports augmentent, il stocke plus vite que jamais. C'est exactement ce qu'on appelle la mémoire métabolique du tissu adipeux. Un concept aujourd'hui central dans la compréhension du surpoids et de l'obésité dont je t'ai parlé précédemment. D'après les recherches que j'ai effectuées, Marianne James a appliqué à plusieurs reprises ce type de stratégie restrictive. Elle affirme avoir suivi de nombreux régimes. J'ai fait au moins 12 régimes. Dès que j'arrête, c'est plus et encore plus. Le Figaro.
Elle confie également que malgré un apport d'environ 1700 calories par jour, elle ne parvient plus à maigrir. En avalant 1700 calories, je ne maigris pas. J'ai trop fait de yo-yo. Journal des femmes. Alors que 1700 calories est un apport extrêmement faible pour une personne de ce poids. Elle explique enfin avoir connu des pertes de poids importantes mais jamais durables, évoquant l'usure psychologique liée à ces privations répétées, hallucinées. Ces propos illustrent parfaitement ce que la science confirme aujourd'hui. Toutes les méthodes basées sur la simple restriction calorique échouent à long terme. Mais alors, pourquoi en 2025, tous ces youtubeurs fitness, hommes ou femmes confondus, continuent-ils à prôner cette vieille stratégie du manger moins, bouger plus, à coup de summer body et de sèche miracle? Pourquoi ces guignols incompétents et irresponsables tiennent-ils encore le même discours simpliste? La réponse tient en un mot: l'argent. Leur business repose sur l'illusion du résultat rapide, sur la promesse mensongère du corps parfait en 6 semaines. Et pourtant, une simple observation suffit. Leurs propres résultats sont éphémères. Chaque année, c'est la même histoire. Période de prise de masse, puis sèche, forcée avant l'été, puis reprise de poids. Un cycle sans fin, artificiel, où tout est calculé pour entretenir le rêve et vendre le prochain programme. Ce qu'ils oublient commodément de préciser, c'est que leurs propres résultats sont souvent dopés, littéralement, par des produits anabolisants ou brûleurs de graisse interdits. Et même avec ça, leur transformation ne dure jamais. Le corps finit toujours par reprendre le dessus. Ces pseudo-exemples de réussite ne sont pas des modèles de santé, mais des miroirs déformants d'une industrie qui exploite la frustration et la culpabilité pour faire tourner la machine du profit. Retiens ceci, si tu veux flinguer ton métabolisme, fais un régime restrictif. Un régime est la première voie royale vers le surpoids, voire l'obésité. Deuxième réflexion, il faut arrêter ces discours moralisateurs. Le problème est en grande partie génétique. Le problème du surpoids n'est pas une question de volonté, mais en grande partie biologique et génétique. Je dois t'avouer que je suis profondément agacé par ces discours culpabilisants, souvent tenus par ceux qui vendent la restriction calorique comme l'alpha et l'oméga de la perte de poids. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu manques de volonté. Regarde ce que j'ai accompli avec ma méthode. Non, la volonté n'a rien à voir là-dedans. Comme je l'ai expliqué plus tôt, ton cerveau considère la perte de graisse comme une menace pour la survie. Dès que ton taux de masse grasse descend en dessous de son seuil de sécurité, il active tous les mécanismes possibles pour te faire regagner du poids. Ralentissement du métabolisme, augmentation de la faim, obsession pour la nourriture, baisse d'énergie. Et à ce jeu-là, le cerveau gagne toujours à moyen ou long terme. C'est ce qu'on appelle le point d'équilibre de la masse grasse, le niveau que ton cerveau considère comme normal pour toi. Ce point n'est pas identique d'une personne à l'autre. Il dépend de nombreux facteurs, ta génétique, ton sexe, ton origine ethnique, ton âge, mais aussi ton histoire épigénétique. Autrement dit, la trace laissée dans tes cellules par ton mode de vie, ton alimentation, le stress ou les régimes passés. Et ce point d'équilibre évolue au fil du temps. Les régimes restrictifs répétés ou une alimentation déséquilibrée peuvent le pousser à la hausse, rendant chaque perte de poids plus difficile que la précédente. Prenons le cas de Marianne James. Indépendamment de la simple notion de volonté ou de motivation, son corps cumule pratiquement tous les mécanismes qui rendent la perte de poids extrêmement difficile, voire compromise. D'abord, il y a le point d'équilibre métabolique que son cerveau défend bec et ongle. Après des années de régime restrictif et de yo-yo pondéral, il a rehaussé ce seuil de sécurité à un niveau très élevé, considérant tout poids plus bas comme une menace pour la survie. Ensuite, son tissu adipeux lui-même est devenu dysfonctionnel. Avec le temps et les variations extrêmes de poids, une partie de sa graisse est fibrosée, perdant sa capacité à stocker et à libérer efficacement l'énergie. Les adipocytes sont emprisonnés dans un réseau de collagène rigide, peu vascularisé, qui empêche la lipolyse. Autrement dit,
Le corps ne peut plus brûler cette graisse. À cela s'ajoutent des facteurs hormonaux puissants, la ménopause, qui fait chuter les oestrogènes et perturbe le rapport oestrogène-testostérone, favorisant le stockage abdominal. Le cortisol, élevé par le stress chronique et les drames personnels, pousse lui aussi à stocker dans la zone viscérale, tout en augmentant la faim et la fatigue. Et il faut bien ajouter, avec 70 kilos supplémentaires de masse grasse morte, qui lui fait dire « je porte 2 Marianne », les moindres efforts physiques deviennent épuisants. Le cercle vicieux s'installe, moins on bouge, plus le tissu adipeux s'enquiste, plus le métabolisme ralentit et plus le moral s'effondre. Au final, Marianne James incarne parfaitement la réalité de millions de personnes. Non pas un manque de discipline, mais un tissu adipeux profondément altéré, une physiologie déréglée, un cerveau protecteur et un environnement hormonal hostile. Nous ne sommes clairement pas égaux face à la prise de poids. Tu l'as sûrement remarqué autour de toi, il y a ceux qui prennent 2 kilos rien qu'en regardant une pizza, et ceux qui peuvent se goinfrer sans jamais voir la balance bouger. Moi, par exemple, quand on part en vacances, c'est toujours la même scène. Ma femme fait 2 fois moins d'excès que moi et revient avec 2 fois plus de kilos. Pendant qu'elle passe des semaines à les perdre, il me suffit de quelques jours de retour à la normale alimentaire pour que tout rentre dans l'ordre. Et à chaque fois, elle me dit la même chose. C'est pas juste. Et elle a raison. Je te propose une lecture originale, celle de la naturopathie, fondée en France par Pierre-Valentin Marcheseau, qui offre une perspective très pertinente sur le corps et le métabolisme. Elle distingue 2 grands profils constitutionnels, le sanguinopléthorique, SP, et le neuroarthritique, NA. Pour faire simple, prenons 2 exemples parlants, volontairement extrêmes pour une meilleure compréhension. Teddy Riner incarne parfaitement le type sanguinopléthorique, SP++, grosse ossature, forte capacité à développer du muscle et grande aptitude à stocker. Tout son corps est impliqué, ainsi qu'un métabolisme lent. Victor Wembanyama, à l'inverse, illustre le profil neuroarthritique, NA++, ossature fine, faible capacité d'accroître sa masse musculaire, peu de réserve, il stocke ou stockera surtout au niveau du ventre, et dispose d'un métabolisme rapide. Ce qui est fascinant, c'est qu'on ne peut pas dissocier l'ossature, la musculature, le stockage et le métabolisme. C'est un combo indissociable, un tout cohérent. Ainsi, un individu charpenté comme Teddy Riner ne peut pas être à la fois très volumineux, ce qui est dans la nature de son morphotype, et extrêmement sec, ce qui serait aller contre sa propre physiologie. Tout le contraire de Victor Wembanyama, qui peut encaisser un taux de masse grasse très faible, mais aura toutes les difficultés pour prendre du muscle. L'évolution dans le temps est également très intéressante. Le sanguinopléthorique a tendance à prendre du poids avec l'âge. Le neuroarthritique a plutôt tendance à en perdre. Pour illustrer, chez les femmes, Michel Bernier, sanguinopléthorique, en surpoids important, et Ariel Dombal, neuroarthritique, qui est toujours aussi filiforme. 2 morphotypes, 2 évolutions totalement différentes, mais cohérentes avec leur constitution. Tout comme Gérard Depardieu, solide gaillard charpenté à 20 ans qui est devenu l'obèse que nous connaissons tous, et Vincent Cassel, jeune homme excessivement mince et qu'il est resté. J'entends ici les sceptiques, mais l'utilisation que j'en fais ne m'a jamais trahi, d'autant plus que ces profils sont très marqués. Marianne James est une sanguinopléthorique ++. Son ossature importante l'empêche d'être mince dans le sens taille 34, constitutionnellement impossible, et la destine à être ce qu'on appelle une femme plantureuse, bien loin du pseudo-idéal féminin d'Adriana Carambeu. Même avec la meilleure hygiène de vie sur plusieurs décennies, elle serait aujourd'hui aux alentours de 90 kilos. On ne peut pas échapper à ces tendances génétiques. On peut seulement limiter leur impact. Sa constitution, une facilité à faire de la matière, os, muscles, gras,
entretenu par un métabolisme hyper efficace, qui se contente de peu et ne gaspille rien, donc lent, ne peut engendrer une morphologie filiforme. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi certaines personnes, malgré leur volonté et leur discipline, ne peuvent pas atteindre des standards irréalistes de minceur. Et c'est exactement pour cela qu'il faut adapter nos stratégies plutôt que de blâmer la volonté ou la discipline. Certains parmi vous continueront sans doute à croire qu'avec assez de volonté, on peut tous être minces. Écoute plutôt la suite. Teddy Riner est l'exemple parfait du profil sanguino-pléthorique ++. Une constitution puissante, une ossature massive, une capacité exceptionnelle à développer du muscle, mais aussi à stocker. Son corps est son outil de performance et il en prend grand soin. Il est suivi par une équipe complète de spécialistes, médecins du sport, kinés, nutritionnistes, préparateurs physiques. Pourtant, même lui n'échappe pas à sa nature. Depuis ses 18 ans, il a pris plus de 40 kilos et pas uniquement de muscles. Sur certaines publicités ou photos torse nu, on distingue une musculature impressionnante, mais aussi un abdomen arrondi. C'est la signature typique du morphotype sanguino-pléthorique. Son poids d'équilibre tourne autour de 150 kg, avec une masse grasse non négligeable, parfaitement cohérente avec sa constitution. Avant chaque grande compétition, il doit souvent descendre de 15 à 20 kg pour optimiser ses performances. Mais fidèle à sa physiologie, il reprend ce poids quelques semaines après. Ce n'est pas un manque de discipline chez ce grand champion. C'est simplement la réponse naturelle d'un corps programmé pour stocker et se protéger. Teddy Riner a d'une certaine manière la chance d'être un homme. On le qualifie volontiers d'homme fort, symbole de puissance et de solidité. Mais pour les femmes, la société est bien plus cruelle. Celles qui partagent une morphologie similaire sont jugées, moquées, étiquetées de grosses. Prenons Serena Williams, athlète exceptionnelle, incarnation même du profil sanguino-pléthorique au féminin. Une ossature puissante, une musculature hors norme, 1,75 m pour plus de 80 kg avoué vers la fin de sa carrière, probablement plus, un corps de force, de performance et d'équilibre. Pourtant, ce n'est pas sa puissance ni son palmarès qui ont le plus fait parler d'elle dernièrement, mais sa masse grasse. Comme Teddy Riner, elle est suivie par une équipe complète de spécialistes, diététiciens, préparateurs physiques, médecins du sport. Et son hygiène de vie est exemplaire, sans compter qu'elle effectue plusieurs heures de sport par jour. Mais même elle, avec toute la discipline du monde, ne peut échapper à sa nature biologique. Et dans un monde où le corps féminin reste soumis à des standards irréalistes, cette réalité devient un fardeau. Sous la pression sociale, certaines finissent par céder aux solutions miracles. Régime extrême, jeûne forcé, voire traitement médicamenteux comme l'Ozempic, présenté comme une baguette magique contre l'obésité. Même cette splendide athlète y a succombé. Mais l'histoire est toujours la même. On manipule la chimie sans comprendre la génétique. Des exemples tragiques du Mediator ou d'autres médicaments amaigrissants devraient pourtant nous servir de leçon. On ne triche pas impunément avec le métabolisme. Chaque tentative de forcer le corps à être autre chose que ce qu'il est finit, tôt ou tard, par se payer. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que si tu as la chance d'être mince, ton regard sur ceux qui ne le sont pas a changé. Et si tu es en surpoids ou même en obésité, j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, tu es plus apaisé. Tu n'es pas un échec. Tu es le résultat d'une histoire, souvent complexe, et d'une adaptation millénaire. Avant de se quitter, voici quelques conseils essentiels. Premier conseil, attention à la bedaine. Pour tous, quel que soit ton profil, la santé optimale passe par le contrôle de ta masse grasse, surtout celle du ventre. C'est ton véritable baromètre métabolique. Ne laisse jamais le surpoids s'y installer, c'est là que tout commence et souvent que tout se complique. Deuxième conseil, agis globalement.
Si tu es dépassé par tes kilos, évite les régimes restrictifs. Ils détruisent ton métabolisme et dérèglent tes hormones. Le problème étant hormonal avant tout, la solution doit être globale. Alors au lieu de t'acharner à manger moins, travaille sur tout le système hormonal. Rééquilibre ton alimentation, gère ton stress, dors suffisamment et mieux, mets du mouvement chaque jour dans ta vie, renforce tes muscles. Ce sont ces signaux-là qui rééquilibrent tes hormones. Troisième conseil, sois progressif. Plus ta masse grasse est importante, et plus elle est installée depuis longtemps, plus ton cerveau va lutter contre le changement. Pour faire de ton cerveau ton allié, et pour éviter un cataclysme hormonal, tu devras faire preuve de patience et de progressivité si tu veux des résultats durables. Quatrième conseil, fixe-toi des objectifs réalistes. Ton objectif, ce n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est de retrouver ton poids d'équilibre, celui où ton corps fonctionne bien, sans lutte ni frustration. Oublie la balance, ce n'est qu'un chiffre. La taille des vêtements n'est toujours qu'un chiffre. Les photos qui te font saliver d'envie, retouchées et irréelles. Ces corps splendides, obtenus avec dopage et éphémères. La beauté n'est pas une taille, ni un chiffre, et ni une chimère. C'est l'harmonie entre ton corps, ton énergie et ta santé. Cinquième conseil. Et surtout, muscle-toi. Le muscle, c'est ton meilleur allié. Contrairement au tissu adipeux, c'est un tissu vertueux. Plus tu en as, plus ton métabolisme s'accélère, plus ton corps brûle efficacement l'énergie, même au repos. On n'est jamais trop musclé. Chaque fibre construite envoie un message positif à tout ton système hormonal. Oui, tes fesses molles, ton ventre relâché, ton torse flasque, ça se transforme. Pas avec des régimes, mais avec du muscle. Le seul capable de structurer, galber, harmoniser, remodeler ton corps, le rendre fort ou sexy, athlétique ou sensuel, rayonnant ou tonique, à ta façon. Et peu importe ton pourcentage de masse grasse, tant qu'il n'est pas excessif. Le muscle, c'est la vraie jeunesse du corps et la meilleure assurance santé que tu puisses t'offrir. Voici le slogan qui devrait te guider et remplacer définitivement l'obsolète « Mangez moins et bougez plus ». Mangez mieux et musclez-vous. À très bientôt.